Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans ce journal du vendredi 1er février, nous irons à Silfiac dans le Morbihan. Hier encore, il n'y avait plus aucun commerce dans la commune, mais depuis ce vendredi, les choses ont changé. Une épicerie et un garage ont ouvert leurs portes. Nous sommes rendus sur place. Rencontre aussi dans ce journal avec Christelle Allaire, championne du monde par équipe de football de table. Avec son club, les Pirates, elle organise une manche du championnat de France ce week-end au Guilvinec, dans le Finistère. Nous serons aussi en duplex de Morlaix dans ce journal avec Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de patrimoine. C'est ça, patrimoine et gros sous, en fait, le loto du patrimoine. Eh bien, on vous retrouve dans un instant alors pour plus d'informations. Nous ouvrons ce journal avec l'inquiétude des syndicats de l'hôpital de Dinan dans les Côtes-d'Armor. Ils craignent que la fusion avec les hôpitaux de Saint-Malo et de Cancale en 2020 entraîne la fermeture de la maternité dinanaise. Ce jeudi, ils étaient sur le marché pour faire signer une pétition. Sur place, le maire a affirmé avoir obtenu l'engagement de l'ARS sur le maintien de la maternité. Mais les syndicats souhaitent une décision écrite. Ils craignent pour la sécurité des futures mères. C'est ce qu'a expliqué le secrétaire FO à Mathilde Kemener. Saint-Malo pense que le fait de fermer la maternité, il absorberait notre clientèle. C'est faux. C'est faux, il absorberait peut-être un tiers de notre clientèle, mais il y aurait des fuites vers Saint-Brieuc et vers Rennes. Et est-ce qu'on est en mesure de savoir si Saint-Brieuc et Rennes sont en capacité d'accueillir donc cette clientèle? Non. Et on continue à parler des territoires et l'on parle souvent beaucoup de désertification rurale. Certaines communes du centre Morbihan sur ce sujet tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Silfiac dans le nord du Morbihan. 50 nouveaux habitants sont venus s'y installer en 2018 et ce vendredi, 2 commerces ont ouvert leurs portes alors que la commune de 460 habitants n'en avait plus depuis quelques mois. Reportage sur place de Jérémy Leclanche. Des éclats de rire autour d'un café. Voilà plusieurs mois que le bourg de Silfiac n'en avait plus entendu. En ce premier jour de février, Loïc et Laurie Coyot, habitants de la commune depuis 1 an et demi, ont ouvert un nouveau commerce. Une épicerie bio adossée au seul café de la commune. Il avait fermé ses portes en avril 2018. On a tout à recréer. Il faut dire qu'en campagne, ça s'est déserté. Et puis maintenant, on a envie que les gens reviennent. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un effet inverse qui se crée. Et puis aussi de proposer vraiment quelque chose de différent. Je pense que c'est important pour le village en tout cas. Avec l'école en face, on s'est dit il faut vraiment qu'il y ait de la vie dans le village. L'école compte 3 classes et 65 élèves. Le résultat de l'arrivée de 10 nouvelles familles. Une population que le maire a su attirer grâce aux atouts naturels de Silfiac. Mais c'est aussi l'aboutissement d'un travail de fond, dont les bénévoles et élus ont su faire la promotion à l'extérieur. Je pense qu'une commune comme la nôtre a bien des atouts en termes de lien social, de milieu naturel, de bocage, de sentiers de rando, etc. Et le fait qu'on se soit engagé en plus dans des démarches de développement local, dans un esprit de développement durable, ça correspond à ce que recherchent les gens aujourd'hui. Ce vendredi, c'est aussi un garage qui a réouvert ses portes. Dans un mois, ce sera au tour de ce restaurant d'accueillir ses premiers clients. Et la liste devrait encore s'allonger dans les prochains mois. Un architecte, un peintre et une deuxième activité de maraîchage sont attendus. Nous retrouvons à présent votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Le Premier ministre Édouard Philippe sera à Rennes vendredi prochain pour y signer le pacte d'accessibilité breton, accord entre l'État et la région. Le document censé fixer les grandes lignes de la mobilité bretonne pour les années qui viennent devrait notamment se pencher sur 3 dossiers chauds, les lignes TGV, la N164 et les aéroports. En juin 2018 à Quimper, le président de la République, Emmanuel Macron, s'était engagé à trouver des financements en compensation de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. La semaine dernière, le président de la région, Loïc Chenet-Girard, avait averti qu'il ne signerait le pacte que si les 10 financements étaient effectivement au rendez-vous. Inquiétude à Morlaix à la veille du rassemblement annoncé des Gilets jaunes samedi. Environ 3000 personnes seraient attendues. Le marché hebdomadaire a été annulé, le stationnement au centre-ville est déconseillé et les commerçants sont sur leur garde. Ce vendredi, les employés communaux ont retiré des éléments urbains susceptibles d'être dégradés ou de servir de projectiles.
polémique à Saint-Brieuc autour de panneaux publicitaires numériques. En cause leur forte luminosité, accusée de détourner l'attention des automobilistes et d'être potentiellement accidentogène. La société Cocktail Vision, qui les a installés, rappelle qu'aucune statistique ne confirme ces craintes et que les panneaux sont éteints chaque nuit entre 1h et 6h du matin. Cette fois, ça y est, après 7 mois de travaux pour un coût de 5 millions d'euros, le cinéma Le Celtic, doyen des cinémas brestois, va rouvrir ses portes mercredi prochain. Au programme en particulier, une salle premium immersive inédite à Brest avec résolution 4K, écrans latéraux et des dizaines d'enceintes. Premier film à en bénéficier, le dessin animé Dragon 3. Appel à la mobilisation pour sauver la plage du Ris à Douarnenez, dont l'interdiction définitive à la baignade a été prononcée la semaine dernière par l'Europe. Les surfeurs du Cru organisent un rassemblement sur place dimanche à 16h pour interpeller l'opinion et les pouvoirs publics sur la pollution de leur spot. Ils espèrent évidemment une mobilisation à marée haute. La deuxième édition du Loto du patrimoine est lancée ce vendredi. 11 sites dans la région ont pu profiter de la première édition et nous allons en parler plus en détail tout de suite avec Benjamin Bréon en duplex de Morlaix. Benjamin, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord de quoi il s'agit quand on parle de Loto du patrimoine ? Écoutez, celui dont on parle là, c'est un jeu à gratter, vendu 15 € pièce. Sur ces 15 €, 1,52 € reviendra à la Fondation du patrimoine. Alors ça peut paraître peu, mais en fait, il y a 10,80 € qui sont redistribués aux joueurs, qu'il faut bien motiver d'une façon ou d'une autre. Finalement, c'est 1,52 €, c'est 2 fois plus que ce que va toucher le détaillant qui vend le jeu, c'est pas si mal. Surtout, la première édition a rapporté de l'argent aux monuments bretons. Mais oui, en tout, 269 monuments français étaient susceptibles de bénéficier de la cagnotte ainsi créée, qui totalise à peu près 35 millions d'euros. Et en Bretagne, ce sont 11 sites qui vont se partager 550 000 € pour financer une partie de leurs travaux de rénovation. Alors, il y en a 2 qui vont recevoir une aide conséquente. C'est le couvent des Sœurs du Christ à Tréguier, dans les Côtes-d'Armor, et puis Fort-Cigogne, au large de Fouesnant, dans le Finistère, un peu plus de 150 000 € à chaque fois. Ce sera plus modeste pour les autres monuments aidés, de 10 000 € par exemple pour la manufacture des tabacs de Morlaix, à 59 000 pour l'église de Beausène en Ille-et-Vilaine. Ça paraît assez peu finalement, effectivement. Est-ce que les monuments bretons ont été défavorisés ? Non, alors défavorisés, pas exactement. En fait, la mission Berne a choisi d'aider en priorité les monuments non classés et non inscrits aux monuments historiques, puisque ceux qui sont classés bénéficient déjà d'aides de l'État. Or, en Bretagne, nous avons beaucoup de monuments classés. Et puis, il faut ajouter à ces sommes les dons des particuliers via la mission Berne, des dons qui peuvent atteindre des sommes rondelettes, 26 000 € par exemple pour le viaduc de Carrois, la Herquie dans les Côtes-d'Armor, ou 12 000 € pour l'ancienne conserverie légale de l'Octudie. Bref, bien sûr, plus ce serait mieux, il n'y a pas de secret, mais c'est un bon début. Et puis, il n'y a pas que du côté du patrimoine que ces sommes font des heureux. En septembre, une habitante de Gouénard, dans le Finistère, a empoché le gros lot, soit 1,5 million d'euros pour une mise de 15 €. De quoi, en tout cas, améliorer très nettement son patrimoine à elle. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin. Et puis, on souhaite bonne chance à tout le monde alors. Ne dites pas baby-foot, mais bien football de table. La compétition qui s'annonce ce samedi au Guilvinec dans le Finistère est très sérieuse. 9 équipes venues du Grand Ouest vont tenter de décrocher leur place pour la finale nationale en avril à Cergy-Pontoise. Christelle Allaire, la capitaine de l'équipe de France, est ravie d'organiser cette compétition. Frédéric Lorenzon a tenté de se mesurer à elle. Regardez. Bonjour à tous, je suis avec Christelle, championne du monde de football de table Bondini avec l'équipe de France. Allez, c'est parti. C'est parti. Là, elle est rentrée. Là, elle est rentrée, ouais. Bon, Christelle, t'as gagné. Oui, j'ai eu de la chance. J'allais pour prendre un café de temps en temps dans un bar et il y avait un baby, donc on s'y est mis entre potes. Et il y a un gars qui venait d'ouvrir un club et qui est venu me voir en me disant ça te dirait pas de faire ça en tournoi. Et en fin de compte, j'ai vachement accroché parce qu'on a les bases café, mais après on se rend compte que c'est plus du tout le même sport, quoi. Vraiment dans les gros tournois où il y a du gros niveau, moi ce qui m'a toujours fait halluciner, c'est qu'arrivé à un moment, les joueurs, ils ont les oreilles rouges, tellement qu'ils sont sous pression. C'est un univers, c'est un monde parallèle, quoi. C'est excellent. Ce week-end, on organise la coupe régionale nord-ouest de baby-foot, de football de table. Nous allons avoir 9 équipes
qui vont venir pour participer à un championnat qui est qualificatif en fait pour le championnat de France. C'est une fierté parce que le club va avoir 1 an là. On a envie de développer le baby-foot dans le département, dans la région. Tout le monde voit le baby-foot comme le sport de bar, alors que non, il y a des compétitions importantes. Nous allons maintenant au musée de Pont-Aven où les œuvres du peintre Talquat sont exposées depuis ce vendredi. Le Breton a traversé tout le XXe siècle et ses peintures sont le reflet d'un artiste en mouvement. Avec cette exposition, le musée continue d'explorer l'art du XXe siècle. Reportage sur place. Cet homme qui marche pourrait symboliser tout à la fois l'œuvre de Talquat, mais aussi l'artiste lui-même. Pierre Jacob, de son vrai nom, né en 1905 à Cloire-Carnouët dans le Finistère, était un grand marcheur. Il profitait de ses promenades pour dessiner et s'inspirer. Cette œuvre-là est une œuvre fortement nourrie par ce que Talquat aimait à appeler le vivant. Lui, en tant qu'artiste, nous donne finalement l'intuition de ce que c'est. Et ce que c'est, ces pierres dressées dans des champs, eh bien, c'est la manifestation de présence dans la nature, et c'est des traces d'un passage. Et simplement ça, ce phénomène-là, anthropologique, est déjà une chose suffisamment importante pour qu'elle nourrisse profondément une peinture comme celle-ci. Rien ne prédestinait pourtant ce fils de marin-pêcheur, orphelin de la Première Guerre mondiale, à devenir un peintre reconnu du XXe siècle. Son nom résonne pourtant peu dans la région. Quand bien même il revenait constamment en Bretagne, et notamment à Douélan, où il avait un port d'attache, eh bien je crois que c'est difficile de se faire reconnaître in situ. On espère que le public breton va complètement s'approprier et se reconnaître dans ses œuvres. De ce massacre espagnol ancré sur des paysages bretons, à ses représentations de pierres du Sud, jusqu'à ses figures pleines de couleurs, comme un marcheur, Talquat a emprunté différents chemins. Son œuvre a changé, évolué. C'est un formidable chercheur, comme tous les grands artistes. Et c'est quelqu'un qui ne cessera de se remettre en cause, y compris au moment où tout va bien pour lui, où il est reconnu, où il vend. En 2019, Talquat continue sa balade. Il pose ses pas sur ces terres bretonnes au musée de Pont-Aven jusqu'au 10 juin, mais aussi au domaine de Kerguéhennec, qui exposera dès cet été de manière permanente l'œuvre de ce peintre breton. Avant de se quitter, quelques informations sur nos programmes. Ce samedi à 17h15 en direct du handball en direct, les filles du BBH affrontent Metz en Ligue des Champions. Et puis dimanche, à partir de 14h, toujours en direct, la finale double homme de l'Open de tennis de Quimper. Et à 16h, la finale simple. Et puis ce soir, dans l'instant T, Pauline Ferco vous parle du festival Longueur d'onde dédié à la radio qui se déroule en ce moment à Brest. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi. Bon week-end, belle soirée.